rapport aussi. Le professeur donc, Olivier Decaux, Rennes, va nous parler. Donc là, on passe en clinique, vous avez fini de souffrir. Vous allez enfin comprendre quelque chose à la journée. Félicitations. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alors là, vous pouvez encore dormir, mais celle d'après, il faudra vraiment se réveiller. Mais là, on vous chauffe. Et donc, myélome indolent, score pronostic, et donc tout ce que tu ne vas pas nous parler, et pourtant on t'a chauffé, sur le traitement, le machin, le bidule, l'évolution clonale. Et bonjour à tous, merci Xavier. Donc, je suis Olivier Decaux, je travaille à Rennes, je suis interne de formation. Et là, j'ai une petite vengeance. D'habitude, je parle après Xavier, qui dépasse son temps. Donc aujourd'hui, je vais prendre mon temps. Xavier est pressé, on va y aller tranquille, on a tout notre temps pour parler de myélome indolent. Je ne vais pas vous défendre le traitement du myélome indolent parce que ce n'est pas ma conception des choses. Je ne vais pas vous parler des NBUS. En fait, tout ce dont Salomon et Xavier ont parlé, je ne vais pas forcément le dire de la même façon, mais ce n'est pas grave. Donc moi, je suis un clinicien un peu de base. Le labo, j'aime bien, mais je ne comprends pas tout. Je ne vais pas parler de choses trop compliquées. Et il y a une diapo où ça allait être mon moment de solitude. Salomon en a déjà parlé, donc c'est génial. Donc, on parle de ce qui se passe entre les NBUS et les myélomes, donc les myélomes indolents. Et juste, voilà ce que je vais vous raconter. Donc, on va revenir sur les définitions, c'est important. Alors, même si vous les connaissez, les définitions, c'est important d'y revenir parce que vous savez qu'en 2014, il y a une nouvelle définition et qu'on nous fait plein de publications nous disant on a des critères de nouvelle définition, on a des cohortes de patients avec la nouvelle définition. En fait, c'est pas vrai, il n'y a pas ou très peu de cohortes avec des patients qui sont réellement inclus sur ces critères-là. On parlera bien sûr de risque évolutif, des critères à haut risque, donc de myélome indolent à haut risque, on va parler des scores pronostiques, mais je ne vais pas m'étendre trop sur les scores pronostiques. Faut-il traiter? Je vais vous en parler un peu évidemment. Et puis, comment améliorer l'identification des SMM à haut risque? Et là, je vous parlerai d'une étude que l'IFM mène, qui est une collaboration entre la clinique et puis la biologie. Et donc, on travaille beaucoup avec Gilles et Hervé. C'est un protocole auquel je crois beaucoup. Donc, juste pour revenir, l'ancienne définition du myélome, 2003, c'était basé avant tout sur les critères Crabbe. Alors là, c'est un petit tableau. Un myélome, c'était un pic. On s'en fichait de la taille du pic. Il fallait des déplacements dans la moelle. Et il fallait surtout des critères Crabbe. Si vous n'aviez pas de critères Crabbe, en fonction de la taille du pic, de pourcentage de placement dans la moelle, vous étiez MBUS ou myélome indolent. Alors, c'était intéressant parce que le risque n'était pas le même. Mais globalement, ce qui comptait, c'était les critères Crabbe. Vous n'aviez pas de critères Crabbe. Vous n'aviez pas besoin de traitement. Vous étiez au mieux MBUS, au pire myélome indolent, avec des risques de progression qui étaient différents. Et aujourd'hui, on s'intéresse au myélome indolent. Ce qu'on savait, donc ça c'est une vieille étude de CAI, 276 patients à la Mayo Clinique, avec un risque d'évolution des myélomes indolents, vous voyez, assez important au début, 10% par an, 50% d'évolution à 5 ans, et puis le risque diminue avec le temps. Et puis ce qui a beaucoup intéressé tout le monde au début, c'est de se dire qu'il y a quand même des patients qui évoluent vite. Alors soit c'est parce qu'on se plante dans le diagnostic, j'y reviendrai tout à l'heure, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a sûrement des moyens d'identifier ces patients. Et alors de façon très très simple, en prenant uniquement de la taille du pic plus ou moins de 30 et le pourcentage de placement dans la moelle plus ou moins de 10%, vous voyez qu'ils arrivaient à classer les patients. C'est-à-dire les patients qui avaient plus de 30 grammes et plus de 10%, ils étaient en médiane de progression à 2 ans, alors que ceux qui avaient un pic à 30 grammes mais moins de 10% de plasmo, ils étaient par ici à 19 ans de progression. Donc rien qu'avec ça, on arrive à faire des classifications des patients. Alors après, une fois qu'on a le fait, est-ce que ça modifie la prise en charge? Ça, c'est notre appel. Donc en cherchant, il y a eu plein d'études de myélome indolent. Le tableau, il n'est pas forcément lisible, donc on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on a identifié des facteurs qui permettaient d'identifier les patients qui avaient 80% d'évolution à 2 ans. Donc ces facteurs, ils sont représentés ici aussi, c'est quand il y a plus de 60% de plasma dans la moelle, c'est très peu de patients, mais ils transforment très très vite. Quand il y a un rapport kappa lambda à plus de 100 avec la technique binding site, parce que c'est comme ça que ça a été fait, et une des chaînes légères qui a plus de 100, là c'est à peu près 15% des patients qui transforment assez vite aussi. Et puis quand il y a au moins une anomalie IRM, donc c'est plus d'une anomalie IRM, pardon, focale, donc pas de lésion lithique osseuse, on est d'accord, il n'y a pas de trou dans les os, mais par contre, si on fait une IRM, dès qu'on a plus de 2 lésions focales de plus de 5 mm, les patients transforment beaucoup plus. Et donc ça, à peu près, ces 3 critères, c'est à peu près 80% d'évolution à 2 ans. Et donc, la question a été de se dire, est-ce que ces patients, il ne faut pas rentrer ces critères-là dans les critères de traitement du myélome? Alors, ce qui a fait bouger les choses, c'est aussi ce papier, publié dans New England il y a un moment maintenant, c'était l'équipe espagnole, donc c'est publié en 2013. Ils avaient pris des myélomes indolents, dit à haut risque sur des critères que je ne vais pas détailler là, placebo sur surveillance versus l'énalidomide, donc Revlimid. Et vous voyez qu'en termes de PFS, les patients traités évoluent moins vite que les patients chez qui on a une observation. Avec des petits biais, c'est quand il y avait une progression biologique, ici on avait le droit de rajouter de la DEX, pas ici, donc il y avait un petit piège là-dedans. Il y a un bénéfice d'OS aussi, donc ça a fait grand bruit. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais les critères d'inclusion étaient pas forcément idéal, il n'y avait pas d'imagerie digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'IRM, donc probablement des patients qui étaient quasiment des myélomes qui ont été inclus. Il y avait cette histoire, on avait le droit de rajouter la DEX dans le bras de traitement,
Donc pas mal de choses. N'empêche que ce papier, il a fait du bruit. Et si on rajoute ce papier au fait qu'on a identifié 3 marqueurs qui permettent d'identifier les patients à très haut risque, bah, si on prend tout ça, ça fait qu'il y a eu une nouvelle définition en 2014 du myélome. Vous la connaissez, hein, c'est des plasmocytes dans la moelle ou un plasmocytome prouvé histologiquement. Présence d'au moins un des critères suivants, donc les fameux critères CRAB. Bon, ils ont rajouté la clairance qu'il n'y avait pas avant, mais globalement, c'est les critères CRAB. Et puis, les nouveaux critères, donc les critères, ce qu'on appelle Slim CRAB, c'est des plasmocytes à plus de 60% dans la moelle, un rapport kappa lambda à plus de 100 et ou plus d'une lésion focale IRM de 5 mm. On est d'accord? Pas de lésion ictique sous-jacente, sinon ça s'appelle un critère CRAB et le myélome. Alors ça, c'est la nouvelle définition du myélome. Un élément qui est vraiment important, c'est que pour la première fois, on a introduit les nouvelles méthodes d'imagerie. Avant, c'est les radios. Vous n'avez peut-être pas connu ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait des paquets de radios et quand il fallait voir si le patient évoluait, on mettait les radios de crâne, puis les radios du rachis, ça prenait une plombe. Maintenant, on a les scanners low-dose, on a le TEP, on a pas mal de choses. En tout cas, on fait quasiment plus de radios. Donc, on peut faire des scanners au corps entier, c'est très bien. On peut faire des TEP. Quelques précisions quand même sur l'imagerie, c'est que, bien sûr, si on a des lésions ostéolytiques, une lésion ostéolytique sur le TEP ou sur le scanner, ça suffit à poser le diagnostic de myélome. C'est une lésion lytique, pas de problème. S'il y a des lésions hypermétaboliques au TEP, mais que sous-jacent à cette lésion hypermétabolique, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de lésion lytique, ce n'est pas un critère de traitement. On sait que s'il y a des lésions hypermétaboliques, les patients vont évoluer plus vite, mais ça n'est pas aujourd'hui un critère de traitement. Contrairement à l'IRM, si vous avez des lésions focales, vous pouvez traiter. Et ce qui est recommandé, c'est que s'il y a des lésions focales de petite taille, il est recommandé de compléter par un TEP ou un scanner. Donc ça, c'est des petites précisions. Après, ça a permis de revoir la définition des myélomes indolents. Donc globalement, si on élimine les patients avec des critères Slim CRAB, un myélome indolent aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pic de plus de 30 grammes ou une protéine monoclonale RNR à plus de 500 mg par 24 heures ou des plasmocytes à plus de 10%. Donc on est toujours dans le côté pic à plus de 30 grammes ou plus de 10% de plasma dans la moelle. Et c'est absence de critères de myélome, donc absence de critères CRAB, mais aussi absence de critères Slim CRAB. Ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que quand vous diagnostiquez un myélome indolent, il faut faire une IRM à tous les patients, il faut faire des chaînes légères à tous les patients. Je vais revenir tout à l'heure. Toujours est-il qu'avant, on avait MGUS, myélome indolent, myélome multiple. Avec cette définition, donc, on a identifié des myélomes indolents à très haut risque d'évolution, qu'on a appelé pendant un moment des early myéloma, et maintenant on les appelle des myélomes. C'est-à-dire que même dans les essais thérapeutiques, dans Maya, dans Cassiopée, on pouvait inclure ces patients qui avaient des critères Slim CRAB, et d'ailleurs, Cyril a fait une sous-analyse, je crois, des patients Slim CRAB dans Cassiopée. Donc ça, voilà, la définition elle est là, cela c'est simple. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est finalement quelles explorations diagnostiques de myélome indolent, oui, et puis que deviennent ces myélomes indolents. Et comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de cohortes avec des critères, des myélomes indolents, critères 2014. Alors la première question, c'est quelles explorations diagnostiques? Globalement, vous avez un patient qui a plus de 30 grammes de pic, qui a une plasmocytose à plus de 10% ou moins de 60%, et évidemment moins de 60%, sinon il est myélome. Donc un myélome indolent. Vous regardez les critères CRAB, il y en a, c'est un myélome, c'est facile, c'est comme avant. Vous regardez, s'il n'y a pas de critères CRAB, vous regardez les chaînes légères et l'IRM, idéalement corps entier, sinon pelviréchitienne en fonction des centres. Si vous avez un rapport à plus de 100 ou des lésions focales, plus de 2 lésions focales, 2 ou plus lésions focales IRM, alors qu'il n'y avait pas de lésions lytiques, c'est un myélome qu'il faut traiter aujourd'hui. Encore une fois, on peut les inclure dans les essais. S'il n'y a pas, c'est un vrai myélome indolent, nouvelle définition. Et donc, c'est ce dont on va parler longuement. Donc maintenant, la question, c'est comment on les prend en charge, ces myélomes indolents, nouvelle définition. Alors, la première question, c'est que devient le risque de ces myélomes indolents? On a éliminé, avec ces nouveaux critères, une partie des patients qui évoluaient vite. Et donc, la question, c'est peut-être qu'en les ayant éliminés, on va modifier le pronostic des patients ayant un myélome, donc ça va être myélome indolent, et on va avoir besoin de cohortes avec des patients ayant ces critères-là. Ensuite, quels sont les facteurs pronostiques? Il y a eu pas mal de facteurs pronostiques qui avaient été décrits, la liste est longue, hein, le pic à plus de 30 grammes, les myélomes indolents IgA, là, il y a toute une liste que je ne vais pas vous détailler, il y avait des trucs un peu tordus avec de la cytogénétique, il y avait des trucs avec le TEP, il y avait des trucs avec le pourcentage de plasma circulant. Tout ça, c'est bien. Globalement, d'identifier des patients qui évoluent 50% à 2 ans, donc 25% par an. Le problème, c'est que c'était que des cohortes avec des patients ayant les critères 2003. Donc des patients qui potentiellement étaient de toute façon qui étaient à haut risque. Et probablement qu'il y a certains de ces facteurs qui étaient associés aux critères Slim CRAB. Donc il faut absolument qu'on refasse des études avec des vrais patients ayant les critères 2014. Alors il y a quand même... On nous vend des études qui nous disent on a des patients critères 2014 et là je vous présente le score dont Salomon a parlé, c'est le score 20-20-20 qui a l'avantage d'être super simple. D'abord il est facile à retenir et deuxièmement c'est des biologies qu'on fait en routine, c'est les chaînes légères, rapport à plus de 20, c'est le pic plus de 20 et c'est la pourcentage de plasma dans la moelle à plus de 20. Ça c'est facile, on a ça pour l'info pour tous les patients et il montre que quand il n'y a aucun de ces critères, le risque de progression c'est 109 mois, médiane bien sûr,
un risque, c'est 67, et plus de 2 risques, c'est 30 mois. Donc, on identifie des patients à peu près, là, on est à peu près à 50% à 2 ans. Alors, c'est bien joli, il nous dit, OK, c'est une cohorte de patients myélome indolent, nouvelle définition, mais quand on regarde, il n'y en a que 30% qui ont une imagerie moderne, et notamment, il n'y en a que 6, je crois, qui ont eu une IRM. Non, c'est 6 et 8, donc ça fait une quinzaine de patients qui ont une IRM. Il y en a qui ont eu des TEP, mais il y en a très peu, finalement, qui ont eu l'imagerie moderne. C'est-à-dire que là-dedans, il y a forcément des patients qui avaient des lésions focales IRM qu'on n'a pas trouvées. Et c'est toujours gênant, puisque le but, c'est d'identifier maintenant le pronostic des patients qui ont une IRM normale, ou en tout cas avec très peu de lésions. Toujours est-il qu'on a ce facteur de risque qui est intéressant. C'est vrai qu'à l'échelle d'un patient, vous lui dites est-ce qu'il y a un risque important, ça vous permet d'adapter le suivi, ça vous permet de voir plus ou moins souvent. Et puis les patients, ils aiment bien avoir des infos. Mais bon, voilà, on a ce truc-là. Donc le score 20-20 n'est pas inintéressant. Il y a une autre étude où ils ont pris les mêmes critères. Ils ont là aussi, ils nous ont dit que c'est des patients, donc 1996 patients, soi-disant avec des critères 2014, mais en fait, il n'y a aucun renseignement sur l'IRM, on ne sait pas s'ils ont eu l'imagerie. Et ce qu'on voit, c'est une courbe d'évolution. Alors, elle est intéressante, celle-là. On voit que c'est important au début, ça diminue avec le temps. Alors, ce n'est pas les mêmes échelles. Si on compare, c'est un peu difficile de comparer parce que l'échelle n'est pas tout à fait la même. On a l'impression que ça monte un peu moins vite quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est peut-être ce groupe de patients évoluerait peut-être un peu moins vite qu'avec l'ancienne définition, mais c'est impossible de savoir. Toujours est-il que si on reprend le score 20-20-20 à nouveau sur cette cohorte de patients, là aussi, on confirme qu'il y a bien une différence de pronostic. Très bien, ça marche bien, le score 20-20, c'est intéressant. Encore une fois, aucune info sur l'IRM. Il y avait 15% dans l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure qui avaient des anomalies IRM. Quand on prenait des patients myélome indolent, ancienne définition, on leur faisait une IRM, 15% avaient des lésions focales, plus d'une. Et bien là, il y a probablement 15% des patients, et peut-être que c'est ces patients-là, on n'en sait rien, on n'a pas l'info. Donc, ce n'est pas réellement la cohorte qu'on attend avec des patients critères 2014. Alors, avant de parler de nouveaux facteurs pronostiques, tout à l'heure, Xavier Salomon disait Olivier va vous dire qu'il faut traiter les myélomes indolents. Je ne vais pas vous dire ça parce que je suis convaincu qu'il ne faut pas les traiter. En plus, en étant impliqué dans le charisme, ça serait ça. Globalement, il y a plein d'études. Vous verrez si vous allez sur les congrès, si vous allez sur ClinicalTrials, il y a plein de gens qui s'amusent à dire on va traiter les myélomes indolents. Alors, il y en a qui font des choses très intensives. Hein. Il y a notamment des choses, on fait de l'autogreffe pour un myélome indolent qui peuvent peut-être vivre toute sa vie sans transformer. Et puis, il y a des approches un peu plus tranquilles. On fait un peu d'énaïdomide, un peu d'anti-CD38, et on essaie de retarder l'évolution. Donc, il y a plein de choses. Je ne vais pas tout détailler. Je vais juste vous détailler celle-là parce qu'elle me paraît intéressante en termes. Il y a 2-3 messages qui me paraissent intéressants. C'est donc Lonial qui a publié ça. C'est l'énaïdomide versus placebo, observation, pardon. Et quand on regarde sa cohorte, donc 90 patients traités par l'énaïdomide, 92 patients observés. Alors déjà, il y a quelques patients, pas beaucoup, qui ont plus de 60% de placement dans la moelle. Donc déjà, on n'est pas dans la définition 2014. Ceux-là, il fallait les traiter. Quand on regarde l'échelle légère, il y en a quelques-uns, on est presque à 10% en étant de mauvaise forme, donc il y en a quelques-uns qui avaient un ratio à plus de 100. Donc pareil, des patients qu'il aurait fallu traiter de toute façon. Et pire, quand on regarde l'IRM, il y a des anomalies, alors qui ne détaillent pas, ils ne disent pas exactement ce que c'est, mais globalement, il y a pas mal de patients qui ont des anomalies IRM. Donc là, c'est pareil, globalement, dans cette étude, il y a probablement des patients qui avaient au moins des critères centrales qu'il aurait fallu traiter. Donc c'est difficile de conclure par rapport à ça. Et quand on regarde les résultats, ça marche en termes de PFS. OK, les patients traités, ils évoluent moins. Pas d'impact sur l'OS. Et quand on va un peu plus loin et qu'on regarde le bénéfice en fonction du risque de progression, alors je ne détaille pas les facteurs qu'ils ont regardés, mais globalement, le bénéfice qu'on observe en termes de survie sans progression, il est uniquement chez les patients en risque. C'est-à-dire que si vous traitez des myélomes indolents à faible risque ou à risque intermédiaire, dans cette étude, il ne montre pas de bénéfice. Analyse de sous-groupe, attention, vigilance. Mais n'empêche que dans ce sous-groupe, il y avait probablement les patients qui avaient des anomalies IRM, probablement les patients qui avaient les ratios à 100, probablement les patients qui avaient plus de 60% de placement dans la moelle et les anomalies IRM. Donc finalement, on traite les patients qu'il fallait traiter et donc c'est normal qu'ils aillent mieux que ceux qu'on traite. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas convaincant. Alors après, évidemment, si je pourrais vous montrer d'autres études avec l'autogreffe, vous allez mettre les patients en rémission, mais comme ce n'est pas contre placebo, comme ce n'est pas contre observation, est-ce qu'il faut vraiment emmerder les patients à leur faire une autogreffe alors qu'ils vont bien? Moi, je ne suis pas convaincu. Et donc, pour moi, l'important, c'est vraiment d'identifier les patients en risque. C'est d'avoir des bons outils pour dire que ce patient-là, il a un risque non nul d'évoluer dans l'année ou dans les 2 ans, donc lui, ça vaut le coup de se battre. Alors que dans d'autres, puisqu'on n'a pas de facteur de risque, le patient, il peut rester tranquille. On a tous des myélomes indolents qu'on suit depuis 10 ans et qui vont bien. Alors, comment améliorer le pronostic des myélomes indolents? Alors, c'est là où j'avais mon moment de solitude et Salomon a déjà tout présenté. Non, c'est la diapo d'après. Donc, toujours dans l'étude où ils ont validé le score 20-20-20, ils ont regardé la cytogénétique avec ces anomalies-là, donc T4-14, 14-16, 1Q ou DEL13. Et ils ont vu que quand on rajoutait ce facteur pronostic, c'est 0, 1, alors je sais plus. C'est 0, 1, 2, 3 et 4, donc 0 facteur de risque, 1, 2 et plus de 2. Et bien ça rajoute, on identifie un autre groupe de patients, donc un patient qui n'est pas très nombreux, mais où ils ont 60% d'évolution à 2 ans, ici. Donc la cytogénétique apporte quelque chose.
Ils sont allés plus loin, ils ont fait un espèce de score où en fonction de l'anomalie des chaînes légères, vous avez un score qui va de 0 à 5. En fonction de la taille du pic, vous allez de 0 à 4. En fonction de la plasmostose médulaire, vous allez de 0 à 6. Et quand vous avez une des anomalies histogénétiques, vous rajoutez 2. Et quand vous regardez les scores, si vous avez entre 0 et 4, vous êtes faible risque, entre 5 et 8 ici, entre 9 et 12 ici, entre supérieur à 12, vous êtes ici. Alors c'est pas mal, c'est joli. Ce qu'il y a d'intéressant, alors là je me fais l'avocat du diable contre l'astogénétique, mais c'est de la mauvaise foi, c'est que quand on regarde là, finalement, ici, ils ne leur mettent pas beaucoup, ils n'ont pas trouvé un poids pronostic de l'astogénétique énormissime. Globalement, si vous avez un patient qui a des chaînes légères normales, qui a un pic à moins de 15 et qui a 15% de plasma dans la moelle, qu'il est histogénétique ou pas, il sera ici. Qu'il ait des anomalies histogénétiques ou pas, il sera ici. Si vous avez à l'inverse un patient qui a des chaînes légères très anormales, qui a 50% de plasma dans la moelle et un pic très élevé, de toute façon, il est ici, qu'il est mauvais histogénétique ou pas. Alors, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas regardé les bonnes anomalies et que, Salomon en parlait, il y a des anomalies cliniques notamment qui sont bien plus intéressantes que ces anomalies-là dans le myélome indolent. Mais en tout cas, ça prouve que l'astogénétique va peut-être apporter quelque chose, mais qu'on peut s'en sortir quand même avec des critères très simples qui sont la plasmostose médulaire, le pic et les chaînes légères. Et dans la vraie vie, on l'a tous les jours, alors que les anomalies histogénétiques, on ne les a pas tous les matins, et heureusement, parce qu'on emmerde des patients à faire des prélèvements. Alors ça, c'est, je vais très vite parce que Salomon l'a montré, c'est qu'il y a plein d'études quand même qui montrent que la génétique, c'est intéressant dans le myélome indolent. Donc notamment les translocations de MYC, vous avez ici la courbe des patients qui ont des anomalies de MYC, donc c'est ce que Salomon vous a montré, donc je ne vais pas insister, parce que je vais quand même être gentil avec Xavier, je vais essayer d'aller vite. Donc quand il y a des anomalies de MYC ou de la voie marginale, les patients transforment plus. Carras aussi, donc ça c'est Heidenboy qui l'a présenté. Et puisque Salomon a évoqué aussi, quand il y a une baisse des T effecteurs mémoire cytotoxiques, une augmentation des T gamma delta et des cellules NK, je parle chinois pour moi aussi, ça veut dire que le micro-environnement a un impact probablement, et que regarder le plasmocyte c'est intéressant, mais qu'il faut regarder le micro-environnement. Donc tout ça c'est des choses vachement intéressantes qui vont probablement avoir un impact. Moi ce qui me gêne par contre dans tous ces trucs-là, c'est que, imaginons ici, alors j'ai pas lu les papiers en entier, mais peut-être que ces patients qui ont ces anomalies-là, c'est aussi des patients qui ont d'autres facteurs de risque très simples, que sont les chaînes légères, la plasmostose médulaire, etc. Et donc, ok, il y a de la génétique, c'est bien, mais d'abord, il faut regarder sur les critères habituels. C'est-à-dire que si ça n'est qu'une façon d'identifier les patients qui ont des anomalies de l'IRM, bah, autant faire l'IRM. Donc, on a besoin d'aller plus loin, mais ça, c'est ce qu'on va faire avec Caris. Donc voilà, donc la génétique, probablement que c'est intéressant. L'autre truc auquel je crois beaucoup, c'est de la palissade. Un patient dont le pic est stable valait mieux qu'un patient dont le pic progresse. C'est con, mais c'est important à mon sens. Donc il y a des gens qui se sont amusés à regarder ça quand même. Donc là aussi, ils nous disent que c'est 2014, mais globalement, je crois qu'il n'y avait pas tout sur l'imagerie. 190 myélomes indolents. Alors, ils nous ont mis des critères, ce qu'ils appellent evolving pattern. Donc en gros, si le pic augmente de plus de 10% dans les 6 mois précédents, dans les 6 mois après le diagnostic, si tant est que le pic soit plus de 30 grammes, ou de plus de 25%, enfin, je vous passe le truc, des progressions sur l'hémoglobine, c'est-à-dire l'hémoglobine qui baisse. Et globalement, quand on a une progression du pic avec des critères qui sont quand même un peu, bon, qu'on pourrait améliorer, mais c'est comme ça. Quand on a une progression, donc il regarde un facteur, un score pronostic pardon, à 3 facteurs, plasmostose médulaire à plus de 20%, évolution sur le pic, évolution sur l'hémoglobine. Vous vous en doutez, les patients qui ont le pic qui monte et l'hémoglobine qui baisse, ça s'appelle une évolution vers un myélome, donc il progresse plus vite. C'est un peu une la palissade, hein, le patient qui passe de 10 à 20 pics. A priori, il n'est pas stable. Voilà. Mais c'est intéressant, parce que je reste convaincu qu'en surveillant bien les patients, c'est là qu'on va peut-être les traiter efficacement tôt avant qu'ils fassent des complications. Voilà. Un autre truc qui est rigolo, toujours sur la progression, 63 patients myélome indolent qui ont eu 2 IRM ou plus dans leur suivi. Alors, ce n'était pas programmé, donc certaines IRM étaient très décalées, hein, ce n'était pas forcément à des délais constants. Mais ce qu'on constate, c'est que les patients dont les anomalies IRM progressent vont progresser plus vite que ceux dont les anomalies IRM sont stables. Ce qui veut dire que si vous avez un patient qui avait une IRM normale au diagnostic qui reste normal après, il est bon pronostic. Un patient qui avait une IRM anormale et qui reste anormal sans nouvelles anomalies, bah finalement, il va pas mal. Et celui qui avait une IRM normale diagnostic, quand vous faites une IRM derrière, elle est anormale avec des lésions focales, bah c'est moins bon signe. Ce qui veut dire que la progression des lésions IRM est intéressante et donc peut-être que ça vaut le coup dans les myélomes indolents d'aller faire des IRM de temps en temps. C'est une question qui peut se poser. En tout cas, la progression du pic et la progression des lésions IRM a un impact. Alors ça, c'est une petite étude. Et donc là, une des questions qui peut se poser quand on suit les myélomes indolents, c'est doser les chaînes légères, est-ce qu'il faut répéter? Ça, c'est, mis à part que ça coûte cher, c'est pas très gênant. Refaire une IRM, c'est casse-pied, il faut trouver des rendez-vous, mais ça a probablement un intérêt, à mon avis, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ou comme c'est vrai que l'objectif, c'est d'être traité avant qu'il fasse des complications graves, avant qu'il fasse la compression médulaire, avant qu'il fasse des lésions lytiques. Donc, si, avec des IRM répétés, on arrive à trouver des lésions focales qui permettent de dire attention, on est en train de transformer, c'est sûrement intéressant. Répéter des myélogrammes,
Vous savez que les plasmos sont répartis de façon hétérogène dans la moelle. Vous faites 2 mg à 2 endroits différents, la plasmostose ne va pas être la même. Par contre, aller regarder des anomalies clonales, sous-clonales, le micro-environnement, ça a probablement intérêt. Donc ça, c'est un projet de recherche. Je ne suis pas certain que le myelogramme en tant que tel soit si important que ça si on regarde que la cytologie. Toujours est-il que la question, c'est comment, à mon sens, dans le myélome indolent, ce n'est pas comment les traiter, c'est plutôt comment améliorer l'identification du pronostic pour les traiter, pour traiter ceux qui ont vraiment besoin d'être traités. Donc moi, ma question, ce n'est pas traitement précoce, guérir ou retarder la progression en fonction de la gravité, de la lourdeur du traitement qu'on met en place, mais c'est plutôt une étude observationnelle dont l'objectif, ça va être de dire comment on identifie les patients les plus haut risque de progression. Donc j'ai quasiment fini, et c'est cool parce que Xavier va être... c'est l'étude Charisme, donc j'ai la chance de mener avec l'IFM. Alors c'est une étude qui date un peu, même si elle a débuté il y a 1 an, un peu assommée par le Covid. C'est une étude donc, qui vise à surveiller les myélomes indolents de nouvelle définition. Alors, les questions qu'on se pose, c'est que devient un risque évolutif des myélomes indolents de nouvelle définition. Donc voilà, on était ici avant, on a éliminé plein de patients au risque. Que devient le risque? Les modalités de suivi, est-ce que c'est intéressant de faire un myélogramme répété, une IRM répétée, les chaînes légères répétées? Donc, on inclut les patients qui ont des critères 2014, qui ont des diagnostics de moins d'1 an. Pourquoi moins d'1 an? Parce que si on prend des patients qui ont 5 ans d'évolution, par définition, ils sont de bon pronostic. Donc, on prend des patients tout récents. On prend des critères IMW, et un élément vachement intéressant de Caris, c'est qu'on a beaucoup de screen failure, parce que sur 140 patients inclus, on a à peu près 20 patients qui n'ont pas pu être inclus définitivement, parce qu'en fait, en faisant l'IRM, on s'est rendu compte qu'il y avait des lésions focales, donc ils étaient à traiter. Et donc, en étant très strict sur les critères, on se rend compte que des patients qu'on aurait considérés comme myélome indolents, ben, ils ne sont pas myélome indolents. Et on arrive tous les 15 jours, quand je fais le point avec les ARC, on élimine des patients parce qu'en fait, le fait d'avoir été inclus dans l'essai, ils ont un bilan systématique qui a permis de dire attention les gars, c'est pas un myélome indolent. Et probablement, je pense que dans les anciennes cohortes, il y avait des patients. Les patients qui évoluent dans les moins de 6 mois, c'est probablement une erreur diagnostique. Donc voilà, on est assez strict. On leur fait une IRM et un TEP à l'inclusion, on fait un suivi standardisé pendant 2 ans, contrôle bio tous les 3 mois, chaîne légère tous les 6 mois, prélèvement médulaire annuel, IRM annuel, et puis après on les suit pendant 3 ans. On estime qu'au bout de 2 ans, c'est un peu moins. S'ils n'ont pas progressé pendant les 2 ans, c'est qu'a priori, ils ne sont pas trop mauvais pronostics. Puis voilà, on regarde ça. L'objectif, c'est d'inclure ça défile tout seul, 450 patients, donc on va évaluer le risque de progression des myélomes. L'objectif, c'est d'établir de nouvelles recommandations pour le suivi des myélomes indolents. Et ça va trop vite, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de trouver des nouveaux facteurs, de valider les facteurs prédictifs qui avaient été décrits avec les anciennes cohortes sur ces nouvelles cohortes. C'est toujours bien de le valider. On va essayer d'identifier des nouveaux facteurs pronostiques, notamment génétiques. Donc ça va être le travail mené avec Gilles. On va essayer de voir l'intérêt des critères dynamiques et d'être un peu plus précis sur c'est quoi une augmentation du pic significative dans un myélome indolent. Et puis, on va essayer de regarder, avec Gilles et Hervé, les plasmocytes et l'environnement dans la moelle. Regarder ce qui se passe dans le sang aussi sur les cellules plasmocytaires. Et ça, c'est vraiment un projet très intéressant. C'est-à-dire qu'on va embêter les patients à faire des analyses de moelle, mais pas juste pour regarder la cytologie, mais vraiment pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, on aura des patients qui vont transformer. Et donc, on va avoir des patients qui ont 1 mois le diagnostic récent, et 1 mois la transformation, avec tout l'intérêt de regarder ce qui se passe et sur les plasmos, mais aussi dans le micro-environnement. Donc ça va être des choses vraiment très, très intéressantes. Voilà, alors si j'essaie de conclure, globalement, quand vous avez un myélome indolent, c'est-à-dire pic à plus de 30 grammes, plus de 10% de plasma dans la moelle, pas de critères CRAB, pas de lésions lytiques, il faut faire une IRM. On rattrape des patients, on voit des lésions focales, il faut les traiter, à mon sens. Il faut doser les chaînes légères. Alors c'est vrai qu'aller traiter un patient pour seul critère de traitement à l'échelle légère à 101, là j'avoue que ça discute. Mais voilà, ça fait partie des critères. En tout cas, l'IRM elle est vraiment importante. Le pronostic il reste hétérogène, et donc je pense qu'il reste des patients à très haut risque qu'il faut surveiller, reste encore à les identifier. Que pour l'instant, moi je suis convaincu qu'il ne faut pas traiter les patients, il faut les identifier, mais il ne faut pas traiter les patients, sauf les patients. Il faut identifier les patients qui ont un vrai myélome qu'il faut traiter, mais les patients myélome indolents, pour moi, il ne faut pas les traiter. Et j'espère vraiment que l'étude Caris va nous aider à mieux surveiller nos patients, à identifier les patients les plus à haut risque. Et pour terminer, je crois que c'est ça. Donc ça, c'était quelles explorations j'en ai parlé, il faut faire ça. Et comme je vous disais dans Charisme, le fait de faire ça, on identifie les patients qu'on aurait considérés comme myélome indolent. Et si on essaye juste dans la pratique, si vous avez myélome indolent, donc nouvelle définition, vous pouvez vous demander est-ce qu'il est à haut risque. Alors vous regardez plein de critères, vous avez le score 20-20-20, mais il y en a d'autres. S'il y a un critère de mauvais pronostic, vous avez le droit de dire qu'il est à haut risque, et vous avez le droit soit de le surveiller avec une surveillance assez stricte, c'est ce qu'on fait dans la vraie vie, soit de l'inclure dans les essais dont parlait Xavier. Ils sont là, les essais. Donc il y a des protocoles de recherche clinique qui prennent ces patients-là. C'est notamment en ce moment, il y a Ithaca
c'est Revdex versus isatuximab Revdex, donc anti-CD38 Revdex. Soit ils n'ont aucun critère de mauvais pronostic, donc il y en a plein. À ce moment-là, c'est des myélomes à faible risque, et ceux-là, peut-être, vous pouvez surveiller un peu plus live. En tout cas, voilà, on a des critères. Je pense qu'il faut vraiment améliorer l'identification des myélomes indolents à haut risque. On a besoin de Caris, entre autres, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'études avec des vrais critères 2014. Et voilà, j'en ai terminé. Et je suis à l'heure, vous avez dit. J'ai une question pour Gilles. Gilles, je sais bien que ta collègue nous est arrivée de Toulousaine côte à côte. C'est le début de la fin. Gilles, est-ce qu'on a identifié des anomalies génomiques au niveau de la cellule tumorale qui sont plus associées à, entre guillemets, une perte du contrôle au niveau du micro-environnement? Dans le myélome indolent, on voit que les anomalies génomiques surajoutées probablement jouent un rôle, et Salomon en a parlé, tu as un peu montré, dans le basculement d'un myélome indolent, qui parfois est indolent depuis 20 ans, hein, vers brutalement un myélome symptomatique qui va évoluer, qui va être traité, etc. Mais en même temps, il y a une perte probable de l'équilibre, d'un contrôle d'équilibre entre, finalement, je vais dire, le micro-environnement et la cellule tumorale, ou le système immunitaire et la cellule tumorale, ou peut-être les plasmocytes avec les plasmopathologiques tumoraux. Est-ce qu'on a identifié des choses vraiment liées à cette perte d'équilibre au niveau de la niche? Le problème, c'est qu'on identifie autant de choses que de patients qu'on étudie. Ça, tu m'as déjà dit. Mais... Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que tu vas regarder une publication, ils vont te parler des mutations KRAS qui apparaissent ou de la signature ApoBec qui va déséquilibrer le smoldering. Tu vas regarder une autre publication, ce ne sera pas ça du tout, ce sera l'architecture sous-clonale qui va évoluer dans certains cas et qui va être l'élément déclencheur de la transformation vers le myélome symptomatique. Donc, il y a tout un tas de choses qui se chevauchent aussi certainement. Donc, moi, je ne peux pas vous donner actuellement je vais vous dire, ben voilà, les myélomes qui mutent KRAS ou les smoldering qui mutent KRAS, ça va donner des myélomes dans les 2 ans. Je ne peux pas dire ça aujourd'hui. On travaille. Alors, donc Olivier est contre le traitement. Pour votre information, les recommandations internationales actuelles du myélome multiple indolent disent qu'il faut proposer un traitement chez les myélomes multiples indolents à haut risque, c'est-à-dire le groupe 20-20-20 qui a à peu près entre, on va dire, 50, 60, 80% de chances de devenir un myélome indolent, un myélome symptomatique dans les 2 ans. Il le propose sur un argument qui est que tous les jours en consultation, on rate l'évolution du stade indolent vers un stade symptomatique. Et en fait, toutes les études du myélome indolent montrent que, en fait, dans la vie de tous les jours, l'argument qui dit qu'il faut suivre les patients amène un nombre non calculable d'erreurs médicales de patients qui ont évolué vite et en 3 mois de temps, le patient il est devenu symptomatique, il a cassé un os et vous vous dites je suis nul, ça fait 10 ans que je suis ce patient, ça fait 10 ans que je sais qu'il a un myélome, ça fait 10 ans que je lui explique qu'il va évoluer, ça fait 10 ans que je le prépare, je me suis raté. Et donc, alors ce n'est pas un bon argument pour traiter les myélomes multiples à haut risque, mais c'est très triste d'avoir des patients qui vont se retrouver avec une insuffisance rénale sévère qui est immédiatement pronostique, ou avec des douleurs chroniques du dos sous morphinique, on a des zombies en consul, et c'est vraiment là-dessus. Alors, je suis d'accord, hein, c'est un mauvais argument, mais les recommandations internationales disent le traiter. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement enregistré, en tout cas au niveau européen, et en tout cas disponible en France, pour ces patients. Mais les recos disent de les traiter. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de la médecine avec des choses qui ne nous arrivent pas tous les jours.